Chers amis, bonjour, on se retrouve pour les Passions d'un Hébreu et aujourd'hui je vous emmène à la rencontre d'une dame, Sarah Azariaou Ozerkovski. Elle est née le 17 juillet 1873 à Dinabourg, en Lettonie, une ville connue beaucoup plus sous le nom de Dvinsk. Elle décédera le 22 octobre 1962 au kibboutz Afikim en Israël. Vous allez voir et découvrir un personnage éminent de l'histoire de l'Israël renaissant. Enfant, elle était proche de son grand-père, le rabbin Aaron Shaul Zelig Meirov, qui était le grand rabbin de la fameuse ville de Dvinsk. Lorsqu'elle eut 8 ans, elle déménagea avec ses parents dans une autre ville du nom de Novo-Alexandrovsk, où ses parents louèrent un moulin à farine afin de pouvoir subvenir à leurs besoins. Sa mère, qui était pieuse, avait toute confiance dans l'éducation religieuse, et donc elle va octroyer à sa fille un enseignement hébraïque et général. Et à l'âge de 7 ans, elle avait déjà commencé à étudier le Pentateuque et les premiers prophètes, étudier l'hébreu, mais aussi le russe. À l'âge de 14 ans, la famille retourne à Dvinsk. Elle n'a pas fréquenté l'école publique pour ne pas violer le Shabbat et a terminé ses études avec l'aide de tuteurs privés. Parce qu'elle faisait partie de la jeunesse juive, nous dirons des Lumières, en Russie, elle connaissait la littérature révolutionnaire russe et, adolescente, elle contacta le Bund, aidant à répandre la langue russe parmi les étudiants de la yeshiva. Mais son lien avec l'idéologie sioniste va l'éloigner de ce mouvement qui était d'abord et avant tout le Bund, un mouvement identitaire, mais aussi assimilationniste concernant la Russie. Dans ses écrits, elle a dit qu'elle était grandement influencée par la pensée d'Achad Ha'am, de Yehuda Leib Pinsker, de Moshe Leib Lillenblum et bien d'autres. De plus, son lien avec le sionisme va se renforcer à la suite de la vague des pogroms qui auront lieu en Russie à la fin du XIXe siècle. Au début des années 1890, elle commença à se rapprocher du mouvement sioniste à Dvinsk, mais elle ne trouvait pas véritablement de langage commun avec les militants du mouvement dans cette ville. En 1892, avec son amie, elle va commencer à recruter des femmes pour le mouvement national et à fonder l'association Bnot Sion, les filles de Sion, qui traitait de l'étude de l'histoire et de la culture d'Israël, d'un examen de ce qui se passait dans la diaspora, mais aussi d'informations sur ce qui se tramait en terre d'Israël, à l'âge de 20 ans. Elle va arrêter ses études en raison de la grave maladie de sa jeune sœur, dont elle a pris soin pendant près de 3 ans, jusqu'à son rétablissement. D'ailleurs, cette sœur sera envoyée en Eretz Israël pour poursuivre le processus de soins et de réhabilitation de son physique au printemps 1897. Et puis, elle décidera également de réaliser pour elle-même l'un de ses principaux désirs, principale aspiration d'être souveraine et indépendante, tout en mettant l'accent sur l'importance de l'indépendance économique des femmes. Selon elle, l'indépendance économique est un moyen essentiel pour les femmes d'améliorer leur situation au sein de la famille et d'avancer dans l'action publique. Elle déménage à Bialystok et gagne sa vie en donnant des cours privés. Elle a, vous l'avez remarqué, donc une conscience féministe qui s'est déjà cristallisée dans sa prime jeunesse lorsqu'elle prend conscience du sort des femmes autour d'elle et aussi, bien entendu, en se basant sur la littérature qu'elle dévorait. Sa position à elle, ou son idéal, ne naît pas d'une détresse personnelle, mais plutôt, je dirais, parce qu'elle venait d'un foyer assurément bien assis, bien établi, qui, lui, ne faisait aucune distinction entre l'éducation des filles et celle des garçons. En 1905, elle est mariée avec Yosef et le couple Azariaou reçoit une offre de travailler comme enseignant dans le Yishuv à Yehudi, dans l'implantation juive en Eretz Israël, à Rehovot. Et elle obtient une place dans la
l'école des jeunes filles à Yafo, Jaffa. Eh bien, ils vont décider, le mari et la femme, d'accepter cette offre. Et dès la fin de l'année scolaire, à Dwinsk, à Bialystok, pardon, elle va commencer à se préparer à l'immigration et d'abord être, je dirais, confrontée à quelque chose d'assez humiliant. Son mari l'a devancée en Israël. Elle est restée à Bialystok avec son fils et elle doit rejoindre son mari. Mais il y a une loi, comme je disais, assez humiliante selon laquelle une femme mariée n'est pas autorisée à quitter le pays sans le consentement officiel de son mari. Et cela va prendre un certain temps avant que les choses ne puissent se résoudre. En attendant, elle se trouve en plein creuset de la révolution russe de 1905, avec tout ce que cela comportera d'émeutes, de drames et de tragédies. Elle décide de s'enfuir et d'essayer coûte que coûte de rejoindre la ville d'Odessa afin d'y trouver non seulement le permis d'immigration, mais aussi un bateau qui l'emmènera depuis Odessa vers Eretz Israël. En fin de compte, elle y réussira. Vous voyez déjà, bien entendu, la stature et la teneur du personnage. Arrivée en Israël, elle travaille comme enseignante, suppléante, et en 1907, elle devient, je dirais, professeure d'études générales, c'est-à-dire qu'elle enseigne la géographie, l'arithmétique et les bases des mathématiques, des matières, entendez bien, considérées comme masculines à l'époque, et elle sera la première femme à les enseigner. Dans ce travail et dans ses actions en général, elle va démontrer une indépendance économique, celle d'une femme qui n'est pas financièrement dépendante de son conjoint et qui change de lieu de travail sans même informer son époux, sans même recevoir, l'autorisation, la bénédiction certes, mais pas l'autorisation. À la suite de la déclaration de Balfour, avec un groupe de femmes, elle crée une petite organisation appelée l'Association des femmes, dont l'objectif est l'égalité de suffrage, de vote, donc, pour les hommes et les femmes lors des élections au comité communautaire de Haïfa, et aussi d'aider les femmes en détresse avec des problèmes de famille, de mariage, des problèmes juridiques, des problèmes personnels. Elle s'engage dans un recrutement fervent pour une assemblée populaire dans laquelle, ces femmes pourront discuter de la question du suffrage féminin. Influencées par l'idéal de cette association féminine, ces dernières, vont assister à des réunions de plus en plus nombreuses et pour la première fois de leur vie, occuper la scène publique et revendiquer le droit de prendre part à cette vie publique. Tout de suite, bien sûr, de nombreux opposants à cette demande, parmi eux ceux qui soutenaient qu'il n'est ni convenable, ni même concevable que ces créatures délicates appelées femmes se mêlent des affaires publiques. À cela, notre Sarah répondra du haut de la tribune lors d'une réunion. Nous, les femmes de la dernière alia, qui dure depuis plus de 30 ans, ne sommes pas venues ici en tant que créatures délicates, mais en tant que filles du peuple qui veulent remplir leur devoir national. Nous acceptons le destin difficile imposé à notre génération. Nous sommes prêts au sacrifice exigé, aux pénibles conditions de nos vies, mais nous poursuivrons. Dans cette maison, dans ce foyer national pour lequel nous sommes venus, il y aura liberté et égalité pour tous ces citoyens et résidents, hommes et femmes. Nous exigeons un droit de vote actif et passif pour toutes les institutions élues de l'implantation juive en Eretz Israël. Elle devient un leader. À son arrivée à Jérusalem, elle a rejoint l'association des femmes de la ville qui travaillait à promouvoir le statut de la femme dans tous les domaines de la vie. Pendant cette période, le judaïsme orthodoxe œuvre pour exclure les femmes des sphères civiles et politiques et se battent pour l'abrogation de la décision du Conseil d'Eretz Israël de permettre aux femmes de voter et d'être élues à l'Assemblée des représentants.
elle, Sarah, qui estimait qu'une nation qui exige l'égalité dans la famille des nations mérite d'accorder l'égalité à tous ses fils, à toutes ses filles, a travaillé en réponse avec d'autres femmes pour l'unification de diverses associations féminines et essayé tenter de créer une association nationale de femmes qui prendra le nom d'Association des femmes hébraïques pour l'égalité en Palestine. Leur devise était une constitution et une loi pour l'homme et la femme. Elle était la figure la plus emblématique de cette organisation. Outre la lutte pour le droit de vote, l'association a œuvré à la promotion des femmes juives et à la sensibilisation à l'égalité des droits dans divers domaines afin de promouvoir le statut de la femme, y compris les droits légaux, le statut de la femme dans la famille, l'éducation, la langue hébraïque, la lutte pour l'indépendance économique et l'aide à la bigamie et à l'accostage. Enfin, l'accostage, ça veut dire de vivre sans être marié. En outre, l'association va collaborer avec des organisations féministes internationales et rejoindre en 1920 l'Alliance internationale pour l'égalité des droits des femmes. Le 19 avril 1920, après une lutte de l'Association des femmes hébraïques pour l'égalité des droits, les femmes du Yishuv ont exercé leur droit de vote. 7 femmes ont été élues à la première assemblée. Parmi elles, bien sûr, notre Sarah Azariaou. Elle a même été élue pour siéger au secrétariat d'honneur de la première session de l'Assemblée, mais sa présence en tant que femme dérangeait les représentants orthodoxes et en conséquence, tous décidèrent de se retirer. En 1925, elle participa à la 2e session de l'Assemblée des représentants et fut membre du comité national dont le but était de mettre en œuvre les décisions de l'Assemblée des représentants. Au cours de cette session, elle a consacré son temps à la lutte contre la discrimination à l'égard des femmes, dans la famille, sur les questions d'héritage et de tutelle. Bien que les femmes aient voté et été élues à l'Assemblée, les cercles orthodoxes et le Mizrahi, ce qu'on appellerait aujourd'hui national religieux, qui s'opposaient au suffrage des femmes, n'ont eu de cesse de tenter de répéter leur volonté de voir les femmes exclues de la vie politique et remettre en question le statut et les droits des femmes qui restaient toujours conflictuels dans le Yishuv Yehoudi. À l'approche de la 3e session de l'Assemblée nationale de 1925, elle a appris qu'un accord suspect aurait été conclu dont le contenu n'avait pas été publié, un accord entre les orthodoxes et le comité national. Elle a également appris que les orthodoxes avaient publié une annonce déclarant que le droit de voter pour une femme juive est interdit par la loi de la Torah. Eh bien, elle va trouver la réponse. Elle se tourna vers les archives du journal Haaretz, où elle trouva une publicité de 1920, au nom du Mizrahi, dans laquelle le parti, au nom de la Torah, appelait le public des religieuses à aller voter en masse en faveur de la liste religieuse. Dans un discours à l'ouverture de la 3e session. À travers ces 2 publications qui se contredisaient, arguant que la Torah oblige les femmes à prendre une part active aux élections, alors que dans la seconde, la Torah l'interdit explicitement, c'est-à-dire s'opposer au suffrage des femmes. Au cours de cette session, une décision historique a été prise selon laquelle la constitution électorale de l'Assemblée des représentants sera basée sur le principe de l'égalité pour tous les Juifs de Palestine, quel que soit leur sexe. Sarah Azariaou est ainsi rentrée dans l'histoire. Peu d'entre nous la connaissent, mais il était bon de lui rendre hommage, surtout en ces temps où nombre de femmes sont blessées, malmenées, tuées, assassinées, violées, violentées. Alors c'est une manière de rendre hommage. Shalom, shalom.